Bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette masterclass organisée ce soir par nos grands amis, les Amis des Beaux-Arts. Merci à vous toutes et tous. Un grand merci à Marie-Christine Wolf et à toute son équipe. Voilà, pour nous avoir réunis ce soir avec nos invités, que je remercie du fond du cœur, pour avoir répondu avec réactivité et avec beaucoup d'amitié, voilà, pour nous rassembler ce soir. Un grand merci à Constance Nouvelle d'être avec nous. Merci à Patrick Tosani. Vous le savez, vous l'avez compris, ils se connaissent depuis longtemps et c'est leur histoire, l'histoire aussi des Beaux-Arts, qui va se raconter entre eux avec comme modératrice Audrey Ilouz, qui nous fait la grande amitié aussi de venir. Audrey est critique d'art, elle est commissaire, elle a dirigé des lieux, elle est enseignante. Elle a aussi été commissaire de Crush il y a 2 ans et c'est comme ça que l'on s'est connus, chère Audrey. Voilà, donc un très très grand merci à tous les trois d'être avec nous ce soir. Merci à Fabienne Leclerc d'avoir été si aidante et si accompagnante dans ce projet. Il va donc ce soir être question des Beaux-Arts parce qu'il va être question, bonjour, bienvenue, il va être question de transmission, il va être question d'enseignement, il va être question de devenir artiste entre ces deux artistes de générations différentes. Et il va aussi être question d'amitié et de ce qui nous réunit. Voilà, alors maintenant, chers tous trois, parole à vous et je vous passe le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien là? Oui. Je voudrais déjà remercier les Amis des Beaux-Arts, les Beaux-Arts, Alexia Fabre pour ses mots et Fabienne Leclerc qui nous réunit également ici ce soir. Je voudrais bien évidemment remercier les artistes. Et en effet, ce sont deux artistes qui connaissent très bien ces murs, puisque l'un et l'autre ont entretenu une histoire étroite avec ces murs, mais ils ont aussi l'un et l'autre développé un dialogue au long cours depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et c'est aussi autour de ce dialogue sur ce qui se crée dans la durée que cette conversation va se dérouler. Je vais rapidement vous présenter. C'est toujours un exercice un peu périlleux parce que je pense que tout le monde vous connaît bien ici, mais n'empêche, on va le faire quand même. Donc Constance, tu développes depuis 2010 une approche qui s'appuie sur les éléments techniques de la photographie. Tu travailles notamment à déplier la notion d'objet photographique, la notion d'installation in situ. Tu travailles beaucoup sur des questions d'échelle, de format, de support, mais toujours avec une conscience aiguë de ces glissements entre un espace réel et un espace suggéré. Donc, comme on l'a tous déjà mentionné, tu es diplômé des Beaux-Arts de Paris, tu es représenté par la galerie In Situ, et l'on peut y voir actuellement une très belle exposition, Jour double. Tu as exposé en Rencontre d'Arles en 2017, ça a été aussi le point un départ de conversation entre nous. Tu as réalisé une trilogie d'expositions au CPIF, à la Galerie In Situ et au Point du Jour, et ça a donné lieu à une monographie. D'ailleurs, c'est des choses qu'on abordera dans la discussion, et on a pu récemment voir ton travail à Paris Photo. Tu es également enseignante, et ça n'est pas anodin dans ces lieux, puisque tu enseignes à l'école d'art de Metz. Patrick Tosani, comment reparler de tout cela, reparler d'un parcours qui a commencé dans une école d'architecture en 73, qui dès 76 a été tourné aussi très tôt vers la photographie. Et figurez-vous qu'on va en reparler ce soir. Bien sûr, la question du processus photographique, de ses potentialités, des limites, la relation au réel sont des notions extrêmement prégnantes dans ton travail, à travers tes séries d'objets. On a tous en tête les niveaux à bulles, les cuillères, les tambours.
mais également les séries de corps et de vêtements. Tu as exposé dans d'innombrables lieux, et notamment à l'international, à l'Art Institute de Chicago. On verra certaines vues d'exposition aussi ce soir, d'expositions qui avaient eu lieu à Essen en 97 ou au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Et on va aussi s'attarder sur une exposition très récente qui a eu lieu au Château de Montsoreau, musée d'art contemporain assez étonnant, en 2022. Et puis on peut bien sûr en ce moment voir des œuvres dans l'exposition Épreuve de la matière à la BNF. Voilà pour ces présentations de deux inconnus avec qui nous sommes ce soir, bien évidemment. Évidemment, tu as été chef d'atelier, hein, comme on dit ici. Toujours une expression un peu étrange, mais entre 2004 et 2019, donc évidemment, ces lieux te sont extrêmement familiers. Et justement, nous, en préparant cette conversation, on a tous les trois semblé, trouvé intéressant de repartir de la question de l'atelier, mais de ce qui s'y fait et des marges du travail qui peuvent s'y tisser. Et au fond, comment tout ce qui conduit au médium photographique, à décortiquer ce médium, à essayer d'attraper le sens de ce médium, se construit aussi dans ces marges du travail. Donc c'est autour de ça que nous allons commencer à échanger. Et j'aimerais justement commencer par ce qui, en général, est assez invisible aux spectateurs, assez invisible au public, et qui tient un rôle assez prégnant dans vos pratiques respectives. Ce sont les notes de travail. J'aimerais en savoir un petit peu plus justement sur ces notes de travail, sur les moments dans lesquels elles interviennent et quel rôle elles jouent au fond dans vos pratiques. Peut-être, Constance, on peut commencer avec cette question des notes de travail et de la place qu'elles occupent dans ton travail. Pour cette première question, j'avais choisi de montrer en fait un projet dont tu as parlé, Audrey. Donc c'est un projet d'exposition, enfin plus d'installation, qui s'est produit à Arles en 2017 lorsque j'ai été sélectionnée pour le prix Découverte, le nouveau prix Découverte. Et ce qui est intéressant, c'est que les notes de travail, on m'a jamais posé la question en fait. C'est un peu nouveau pour moi. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est comment finalement ça suit le processus. Comment les notes, elles viennent en amont, en règle générale. Et souvent, ce n'est pas corrélé au projet même. Voilà. On va le découvrir aussi progressivement, mais les images comme les mots viennent dans mon travail de manière assez spontanée, assez intuitive. Je les mets de côté, je les collecte en quelque sorte, et ensuite elles vont ressortir à l'occasion justement d'un projet. Elles vont ressortir à un moment donné quand il y aura un espace qui se définit. Alors là, ce que vous avez sous les yeux, c'est effectivement toute la progression du travail. Et ce qu'il y a de particulier avec ce projet qui s'appelle Plan Relief, c'est que j'avais mis au point des groupes d'images et de mots, et je les ai appelés des images lexicales. Et en fait, ça fait un certain temps que effectivement tout le champ sémantique autour de la photographie m'aide à donner une signification particulière aux images et même à déterminer justement un sens et mon approche du médium photographique. Donc là, ce que vous voyez, ce que vous avez vu au centre, c'est le mur, c'est la cimesse sur laquelle je devais intervenir, qui était un grand mur de, je sais plus, 15 mètres de long probablement. Et voilà, c'est comme ça que je travaille. En fait, ce sont mes notes. Mes notes, elles sont constituées d'images et de mots. Et progressivement, donc tu peux passer à la suivante, on va avoir un déploiement dans cet espace qui est virtuel, qui est encore très schématique, justement, et un étayage qui va me permettre de préciser ma volonté, mes intentions et qu'est-ce que j'ai envie de dire. Alors là, on rentre par une entrée, justement, un peu
dans mon travail. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a évidemment une réflexion sur le paysage, sur l'espace de l'image et autour de l'image. Mais ça, bon, je pourrais le développer par la suite. En tout cas, voilà. Comment finalement... Alors, si on revient juste une image en arrière, encore. Voilà. Tout ça, toute cette procédure de croquis et de brouillon, je vais faire des allers-retours justement entre mes archives, qui sont très concrètes, qui sont des épreuves photographiques que je tire moi-même, et vraiment du croquis, du dessin, qui est une prise de notes au même titre que les images. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit déjà une similitude avec la planche contact, finalement, dans certaines des images. Notamment, en tout cas, la façon d'étirer. Alors, il y avait le jeu avec la simèse, en l'occurrence, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'à la fois, il y a des entrées très lexicales, ce que tu appelles des partitions lexicales, mais comme tu le disais tout à l'heure, ton terme exact des images lexicales, avec cette importance du mot qui va ressortir, hein, on va le voir, mais aussi dans cette mise en espace, ce rapport très fort, finalement, un élément très photographique, qui est la planche contact, qu'on revoit ici. Et ça me permet, Patrick, de te poser cette même question des notes de travail. Alors, merci de me passer la parole. Je ne sais pas si ça marche. Non. Décidément, celui-là, il ne marche pas. Merci de me passer la parole et effectivement d'aborder la question de nos notes que a priori je n'aurais pas intégré comme ça pour parler de mon travail, mais ça tombe bien parce qu'il y a une actualité assez récente de l'année passée où il y a, avec un travail ancien qui date des années 82-83, il m'a paru assez opportun de comprendre pourquoi j'avais d'une façon très systématique archivé le travail, mais pas au sens du tout de l'archive, plutôt au sens de constituer un fil continu du travail, un fil continu des expériences qui s'appellent finalement, qui sont finalisées par des prises de vue photographiques. Mais il faut voir cet ensemble comme la constitution d'un carnet de bord. Alors concrètement, l'image qui est ici, précédemment, pardon, la vue d'exposition, tu l'as mentionné tout à l'heure, Audrey, c'est une exposition qui a eu lieu l'année passée au château de Montsoreau, près de Saumur. C'est un musée d'art contemporain et c'est un musée qui a la particularité, dirigé par Philippe Méhaille et Marie-Caroline Chaudruc, c'est un musée qui a la particularité d'abriter une collection très importante du groupe anglais-américain Art and Language. Et donc la conversation avec les commissaires de l'exposition, le directeur du lieu, c'est vrai que c'était d'essayer de comprendre les analyses un peu de la procédure d'un travail artistique. C'était voilà. Et donc le regard qui a été porté sur mon travail, sachant, si tu peux passer la diapo d'après, sachant que mon travail a été constitué et archivé de cette façon-là depuis 30 ou 40 ans dans des albums. Il s'est agi de mettre à plat cette procédure d'indexation. Mais encore une fois, ce qui m'intéressait de faire apparaître, c'était le fil des expériences et comment les enjeux d'une photographie, c'est très simple, la photographie est une chose tellement ordinaire que on peut se dire que c'est une chose ordinaire et en même temps, ce qui nous intéresse, ce qui nous réunit ce soir, c'est de considérer que la photographie, au contraire, c'est une chose très complexe. C'est la pensée d'un espace, c'est une réflexion sur le réel permanente. Et donc, cette mise à plat de l'ensemble de mon travail sur une durée donnée, sur un an, dans l'expo de Montsoreau, c'est l'accumulation de autant d'expériences que de photographies qu'il y a là.
Je voulais ramener la prise de vue photographique dans sa simplicité, dans son côté très ordinaire, à l'idée d'une expérience singulière à chaque fois. Mais évidemment, à chaque fois, ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, le développement de cet ensemble, si tu peux, il est d'avoir mis à plat sur une année, un peu plus d'une année, l'intégralité du travail, donc avec tout ce que ça comporte d'échecs, de tentatives, de variantes, de digressions, tout en assurant un fil conceptuel sur des recherches précises. Donc le travail a été montré sous cette forme-là à Montsoreau, et comme j'avais beaucoup de curiosité à ce qui s'était passé et la façon dont on tenait un fil, j'ai continué cette pièce l'hiver dernier de façon à l'augmenter et à parcourir un temps plus long, c'est-à-dire sur 3 ans, dans la chronologie exacte, et qui me permettait de faire voir justement la régularité d'une recherche. C'est la période de mon travail où je fais les glaçons, ça c'est une série ancienne, les glaçons des petits personnages, les glaçons avec des architectures, les glaçons avec du feu. Mais je continue par la suite à montrer la succession des différentes recherches qui passent par, on a vu des images avec des abeilles qui correspondent à 2 mois de résidence aux ateliers du FRAC des Pays de Loire. Voilà, et puis une année de travail, là il n'y a pas d'image, c'est une image avant, s'il te plaît. Voilà, des tentatives de travaux à gauche, en haut à gauche, avec de la pluie, mais c'est très succinct, c'est une tentative, succédée d'équivalence de la pluie avec des fils de nylon, puis en bas on voit des surfaces de nourriture. Donc ce travail a pour but de montrer la réalité d'une recherche en fait très désordonnée éventuellement, mais dont ma ténacité et la régularité sur les expériences s'accumulent et finissent par produire des œuvres spécifiques. Mais il y a cette question, au fond, quand même, c'était étonnant, finalement, de considérer ces images aussi dans leur totalité comme une prise de notes au moment où elles arrivent et où elles sont archivées. Alors, oui, tu as raison de soulever le problème, la question, c'est parce que, effectivement, ces albums qui existent dès la fabrication des images, en tant qu'albums, sont effectivement des documents consultables en permanence. Pas du tout pour des raisons techniques, c'est aussi pour des raisons techniques, mais c'est vraiment comme une nécessité de visibilité permanente sur le travail, pas sur les œuvres, pas seulement sur les œuvres réussies, ou sur ce qui va devenir une œuvre, mais sur le fil continu du travail, avec, encore une fois, je le redis, tout ce qui est concret, qui est logique, qui est cohérent, et tout ce qui est incohérent, raté, voilà. Et donc c'était vraiment cette importance et je finis sur ce chapitre-là, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement, là on ne peut pas le montrer, mais il y a une période très longue de travaux autour de surfaces de nourriture, de correspondance que je faisais avec les travaux avec la glace, qui n'aboutit à rien. Et je reste pendant des semaines et des mois à avancer un travail qui n'aboutit à rien. Et je me rends compte au bout d'un moment, c'est avec un peu de recul, que ce travail sur la matière, sur les surfaces organiques, était un travail que je croyais de matière. Et en fait, j'étais en train de chercher un travail sur la tactilité. Et par correspondance, par hasard, par manipulation d'objets, j'ai fait apparaître le travail avec le braille, les surfaces de braille sur lesquelles je vais finaliser cette série des portraits braille. Donc je suis un peu long, mais
justement montrer ce fil sur 3 ans de la complexité d'une recherche, mais en même temps voilà, enfin, dans notre travail, de la régularité et d'une manière de pousser jusqu'à faire apparaître ce qui nous semble intéressant. Ça m'a surprise finalement parce que quand on s'est posé ensemble cette question des notes, ça n'a pas été ton rapport aux notes écrites sur lequel on reviendra, mais ce sont ces images qui sont sorties avec cette installation, avec cette idée que vraiment il y avait quelque chose comme ça de cette prise de notes qui existait. Et au fond, on le voit dans vos 2 pratiques, on voit bien que cet archivage n'est pas un archivage et bien plus qu'un archivage. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émergence des projets qui se met en place, que ce soit... Constance, tu l'évoquais tout à l'heure, hein, on le voit au début, tu as ces images très, très lexicales, ces images que tu hiérarchises comme ça ou que tu classifies, tu ne les hiérarchises pas, mais tu les classifies, et qui sont au fond qui sont bien plus qu'une banque de données. Mais il y a cette manière de faire émerger l'image qui va rejoindre plein de choses qu'on va pouvoir aborder, notamment sur des questions plus réflexives. Mais je voulais te demander, Constance, parce que je me souviens que tu avais fait justement une analogie en fait, entre le processus photographique, vraiment le processus photographique analogique et le processus de création de l'œuvre. Et je pense que ça participe comme ça à cette démarche d'émergence des choses. Et j'aurais bien aimé t'entendre justement sur cette analogie que tu établis. Oui, pour quand même apporter un petit complément sur la question des notes. Ce que j'ai pas dit, qui est vraiment important, quand je dis que ça suit le processus de travail, c'est-à-dire que ça vient pas en amont d'un projet, ça suit le projet, notamment avec la constitution parfois assez précise de fiches techniques, parce que mon travail se révèle par des images, mais aussi par des objets ou des installations dans l'espace, donc je suis obligée d'être extrêmement précise. Et il se poursuit ensuite tout au long du montage d'expo et parfois, enfin même très souvent, après le montage d'expo. Donc si vous voulez, c'est comme une trame, c'est comme un script des œuvres ou de mes projets. Et à la fin, quand je vais archiver tout ça, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de toutes ces écritures qui ont des statuts, quel rôle en fait a cette écriture et comment je dois la conserver. Et donc en 2018, j'ai entrepris un vrai travail d'archivage à ce propos, de manière générale, mais il y avait cette question-là. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que le processus, il suit la méthode de pensée, il suit toute une approche qui est très singulière, qui est celle vraiment de la photographie, c'est-à-dire la prise de vue, le laboratoire, c'est le lieu où je vais découvrir les images, les développer, les regarder. Ensuite, il y a l'atelier où je vais plus conceptualiser l'image en tant qu'objet ou en tant qu'espace, ou quel est son support ou sa matière. Ensuite, il y a l'exposition, c'est le lieu où je vais monter les images entre elles. Et en fait, il y a une progression, les choses s'étoffent. Et j'ai remarqué que ça suivait vraiment le processus typiquement photographique. On n'a pas ce type de processus en peinture, on ne peut pas arrêter les choses. Et donc il y a plein d'étapes où les images grandissent, réapparaissent, se démultiplient, mais se précisent aussi. Et peut-être, tu viens de mentionner aussi un autre type d'écrit, enfin pas d'écrit, mais une autre compilation de textes. Tu disais tu parlais des notes techniques en fait, des notes techniques de ton travail. Patrick, toi tu as une approche, tu as une prise de notes régulière, tu as eu une prise de notes régulière. Je pense que Constance, c'est pas quelque chose qui caractérise ton travail, mais néanmoins tu as aussi dans cette manière de compiler par le dessin technique, par l'approche technique, quand la pièce est achetée, acquise, tu disais que ça pouvait aussi participer de la constitution, de la compréhension de l'œuvre. Oui.
Oui, les fiches techniques, c'est pas simplement juste pour savoir comment les monter. Évidemment, le caractère technique donne des informations précieuses sur comment comprendre les œuvres, comment. Et bon, ça, je trouve que c'est une idée de la technique hein, qui est pas nouvelle. Euh, En revanche, à la fin, je fais une vraie notice aussi, m'arrive surtout pour des protocoles d'installation, mais c'est plus qu'un protocole, c'est une notice dans laquelle je vais tout rassembler. L'idée, de toute façon, est de conserver un maximum d'informations pour que voilà, s'il se passe quoi que ce soit, je puisse déléguer ou quelqu'un d'extérieur puisse venir et reprendre cette archive-là et en saisir. Voilà, Je faisais référence à ça, notamment parce que toi, Patrick, au contraire, tu as une pratique de notes, une pratique d'écriture. Oui, tu fais allusion à... alors, ce n'est pas le même type de notes que Constance, qui sont des notes relativement préparatoires, j'ai l'impression, enfin, qui sont constitutives de l'élaboration de l'œuvre. Les notes dont tu veux parler sont plutôt des choses écrites, des textes que j'ai régulièrement, des textes analytiques, peut-être descriptifs, je dirais plutôt descriptifs de mon travail, qui sont publiés, qui ont pu être publiés d'ailleurs dans une certaine forme, enfin, et pour lesquels voilà, sans que ça soit très élaboré, hein, ce ne sont pas des notes critiques, ce sont des notes descriptives et analytiques qui rentrent un peu aussi dans le jeu. C'est là où peut-être il y a un rapport avec l'enseignement, puisque c'était aussi le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit d'une œuvre, qu'est-ce qui se joue sur n'importe quelle production, n'importe quelle proposition, que voit-on devant nous et donc, si on se met à écrire ce qu'on voit, surtout nous étant l'auteur des formes produites, on rentre dans une forme d'écriture voilà, au-delà d'un champ critique, mais plus analytique. Et ça m'a été toujours très utile. Alors, c'est souvent des commentaires, enfin des notes a posteriori, hein, ce ne sont pas des notes préparatoires, mais qui ont été toujours très utiles. J'ai montré la grande pièce des planches contact comme un fil continu, et ça fait partie de ces notes écrites font partie a posteriori d'un principe d'analyse pour faire le travail qui va suivre. Voilà, je ne sais pas si c'était sur ce... Oui, mais c'est intéressant. En tout cas, moi, je trouve intéressant que quand on parle de notes, la première piste qui vienne, ce soit, encore une fois, ces planches contact et pas cette dimension discursive. Et pourtant, les deux, on voit bien qu'elles communiquent autant chez toi, enfin, avec ce rapport très protocolaire, finalement, ce rapport analytique qu'on peut replacer vraiment dans une époque une époque conceptuelle. Et Constant, je trouve intéressant aussi que cette description technique dont tu parlais, c'est aussi un moment de travail, parce que finalement, toi, tu vas être dans une approche où tu as besoin de pouvoir dupliquer de rejouer certaines pièces qui font appel au geste. Et du coup, la note technique, elle est bien plus qu'une note technique. Donc, deux approches du texte qui rôdent tout le temps, qui est très présent, mais on le voit, hein, qui ont des porosités, mais qui agissent complètement différemment. Et j'en viens, Constance, à une pièce très récente qu'on peut voir en ce moment à la galerie In Situ, toujours dans ce rapport à l'écrit, toujours dans ce rapport au texte, une pièce où justement, là, tu manipules la prose, enfin, tu manipules le texte avec une écriture beaucoup plus littéraire. Comment on en arrive comment tu en arrives à cette écriture, et en même temps, dans cette proposition, cette écriture n'est peut-être pas décorrélée de l'installation, évidemment. Donc peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment ce surgissement du texte, finalement, finit par prendre sa place ? Ce que j'ai compris au terme, en tout cas, de ce travail d'archivage, c'est que le geste photographique était diffus tout au long de la réalisation des œuvres, et que c'est une fois qu'il est montré que les œuvres sont montrées dans l'espace, que vraiment
les choses se réalisent, mais vraiment dans tous les sens du terme. Et l'écriture, à un moment donné, l'écriture est devenue, si vous voulez, comme lorsque je vais faire des prises de vue. C'est-à-dire, je projette jamais d'aller photographier tel paysage ou tel décor pour les montrer d'une manière ou d'une autre dans une exposition. En fait, c'est très séparé. Moi, je prends des photos quand je voyage. Ensuite, je les traite en laboratoire. Et puis, une fois que j'ai fait mes épreuves 20-25, une petite sélection, je les laisse un peu dormir quelques temps, jusqu'à ce qu'elles ressurgissent, justement, de manière pas si aléatoire que ça, mais plutôt intuitive. Et ben, l'écriture, ça a été pareil à un moment donné. Effectivement, c'est devenu une matière que j'ai collectionnée, et qui apparaissait pouvoir devenir justement un travail plastique. Donc, ça a pris la naissance de justement. Enfin, j'ai commencé à expérimenter le texte avec l'image dans une installation que j'ai réalisée au Centre Pompidou, d'où vous voyez une capture écran. Alors, c'était un dispositif un peu complexe d'une triple projection vidéo et diapositive. Mais néanmoins, voilà, il y avait un écran avec des images dans lequel on pouvait intervenir parce qu'il était sous forme de banc-titre. Et on pouvait jouer avec la lumière. Et de l'autre côté, le défilement d'une liste de titres qui étaient comme des formules un peu énigmatiques, un peu étranges, et qui nous invitaient à relire l'image qu'on était en train de construire avec les mains en regard de ce titre qui, toutes les 5 secondes, se renouvelait. Donc ça, c'était une première expérience pour moi de lier justement l'image avec les mots, l'ensemble créant un autre type de rapport à la photographie. Et là, ce que je montre en ce moment à la Galerie In Situ, donc c'est une installation, pour le coup, c'est une vraie écriture poétique. Donc l'écriture a vraiment évolué, effectivement, et la poésie offre un langage plastique vraiment intéressant pour moi. Et ce qui m'intéressait, c'est que les mots fassent image, que je n'ai plus forcément recours à la photographie pour faire image. Et de faire intervenir ce dispositif-là. Alors, c'est une projection qui se fait sur un fond photographique, malgré tout. Et c'est le défilement de petites strophes où je parle du regard, où je parle de la vision. Et j'essaye d'évoquer toutes ces notions qui sont en fait vraiment pas faciles quoi, à transmettre. Mais voilà, et j'essaye de toujours avoir cette connexion avec ce qui m'anime dans la photographie, c'est-à-dire comment on perçoit le réel, comment est-ce qu'on l'appréhende et comment est-ce qu'on le vit à travers le regard et les images. On voit encore une fois qu'on tourne autour de l'objet photographique, au fond de ce que produit la photographie, de ce que serait la photographie, même à travers les mots qui surgissent, essayer de s'accrocher à la vision, tu le disais, en tout cas essayer de cerner cette vision. Et je pense qu'au fond, c'est quand même quelque chose qui vous relie l'un et l'autre très fortement. C'est ce qu'on peut appeler cette dimension réflexive, en tout cas tout ce qui fait qu'il y a cette mise en abîme, cette recherche de compréhension du médium sur lequel vous travaillez. Et j'aimerais qu'on puisse exactement peut-être essayer de comprendre comment ça se joue chez l'un et l'autre dans certaines œuvres avant de l'aborder sous un autre angle, mais en tout cas, au fond, de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette pratique réflexive, comment elle agit dans le travail. Patrick, j'aimerais vraiment qu'on y revienne avec une série bien connue, qui est la série des portraits, mais qu'on puisse vraiment essayer de s'emparer de cette question au fond de cette question réflexive. Alors, c'était... Ça marche là? Ouais, ça marche. Oui, je vais répondre à cette question dans la continuité justement du moment où apparaissent ces images. Enfin, je finalise ces images de ce que j'appelle les portraits braille.
Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, où je tournais autour de cette idée de la tactilité dans un rapport très étroit avec la photographie. Évidemment, la photographie est une opération de transfert du réel, d'un monde en n dimensions vers un transfert d'une image en 2 dimensions. Et c'était un process de modification de l'espace réel d'une façon très importante. Et donc, cette idée de la tactilité, de la matérialité, voilà, me traînait depuis pas mal de temps, de multiples tentatives. Et l'aboutissement sur l'utilisation de feuilles de braille est justement cette vraiment mise en cause du médium photographique par son extrême, la disparition du réel, je veux dire, même si c'est un mode de représentation extrêmement précis, il y a un transfert d'espace qui est absolument évident. Et donc, je mets en place dans ce travail, par le biais de projections de portraits, qui auparavant d'ailleurs n'étaient pas des portraits, c'était des paysages, c'était de la lumière qui éclairait cette surface. Je mets vraiment en contrebalancement l'aspérité de la surface de braille et l'impossibilité de toucher une photo. C'est vraiment faire cette image, ça pourrait être considéré comme un non-sens. Il n'y a aucune raison de photographier du braille, c'est pas fait pour ça. Et donc je fais cette opposition voilà, progressivement, hein, je l'ai montré tout à l'heure, tout ça est très progressif pour arriver à ces portraits définis sur l'idée de toucher un visage, toucher la peau, et ce qui explique la procédure de fabrication qui consiste à effacer les points de braille, effacer le relief pour ne les laisser en saillants, touchables, que sur la partie du portrait. Et la visibilité ou l'identité des personnes qui sont sur ces portraits, qui n'ont aucune caractéristique particulière, mais en tout cas une identité disparaît au profit d'une tactilité, d'une possibilité de toucher. Donc c'est cette contradiction que je voulais mettre en avant et cette mise en abîme effectivement du process photographique. Mise en abîme qu'on voit apparaître très fréquemment aussi, Constance, dans ton travail, et que l'on peut voir également, je vais la mettre peut-être en plus gros plan, dans cette pièce qui est actuellement présentée également à la galerie. On parlait de visibilité, de seuil de visibilité, de tout ce que le médium peut faire, mais je crois encore des fortes similitudes, des forts points de jonction entre vous deux. Oui, alors, tu as choisi cette image parce que elle parle de l'image davantage qu'elle ne la montre, en fait. Il s'agit d'un jeu de plan-film de chambre photographique qui a été laissé ouvert sur une table, alors qu'il ne faut pas les laisser libres à la lumière. Et donc ce jeu de plan-film, déjà c'est un très bel objet, c'est nacré. Là, il était en train de se colorer justement avec l'action de la lumière. Mais en plus, voilà, maintenant qu'il est visible, ce jeu de plan-film, il ne peut plus enregistrer d'images, il ne peut plus en révéler. Donc l'image s'appelle incoative justement parce qu'elle fait référence à un commencement. Et c'est la photographie d'un jeu d'images qui resteront éternellement à un commencement. Mais j'aime bien effectivement utiliser aussi ce type de mise en abîme ou de déplacement entre le langage, les mots que je vais choisir pour vous exprimer ce qu'il y a dans cette photographie et ce qu'elle montre pour de vrai. Après, il s'agit d'un paysage plutôt abstrait, on n'a pas vraiment les notions d'échelle sur cette image, mais tout est ouvert. Et c'est aussi ça que j'aime dans la photographie, c'est de le déconstruire pour l'ouvrir. De nouveau, une impossibilité. J'aimerais peut-être qu'on aborde, on l'a évoqué un tout petit peu, la question de l'atelier, de
ce point de rencontre, de ce point de passage, mais de façon plus précise, ce lieu du faire, ce lieu du dispositif, de la fabrique de l'image, qui n'agit pour le coup absolument pas du tout de la même manière dans vos pratiques. Et j'aimerais peut-être, Patrick, qu'on commence par aborder ensemble un corpus assez récent, celui des planètes, justement sur ta manière d'envisager le dispositif, et puis aussi de le pousser au plus radical. Oui, alors on a décidé en préparant cette rencontre, effectivement, de faire des changements, des bonds assez importants dans la temporalité et dans la réalisation du travail, en fonction justement du plan qu'on s'est donné sur le principe de l'atelier, comme on a commencé de le faire sur la base des notes, sur le principe de l'atelier. Donc là, c'est une séquence effectivement qui n'est pas très ancienne, mais j'aurais pu dire la même chose sur les œuvres du début, sur les portraits braille, même si c'est des systèmes beaucoup plus simples, c'est-à-dire d'un espace réel qui se construit devant moi, que j'ai à construire, même si c'est une feuille de papier, une projection, c'est une construction spatiale qui va devenir mise en espace dans une photographie. Donc c'est cette corrélation assez systématique que voilà, au fil des séries, quand c'est des objets, c'est même un objet aussi simple soit-il posé sur la table et photographié, fait appel à un dispositif spatial. Donc dans ces séries plus récentes où là il y a on ne sait pas ce que c'est a priori, mais en même temps on va s'en rendre compte, il y a une construction plus conséquente, il y a des matériaux, il y a une perte volontaire de la notion d'échelle, mais il y a des éléments sur lesquels on se raccrochera. En tout cas, il y a un dispositif d'atelier, que ça soit petit, comme je viens de le dire, modeste sur une table, ou à l'échelle d'un studio, qui est très élaboré et pour lequel tout ce temps de préparation, de fabrication, c'est un temps de réflexion. C'est confirmé par les essais photographiques, les prises de vue photographiques, qui sont à chaque fois un engagement spécifique pour mettre en espace ce réel. Et donc, voilà, ce travail des planètes assez récent met en place voilà, des arguments ici de la Terre, de la lumière, des faux espaces, l'illusion de planètes, des images sur lesquelles on a envie de croire, potentiellement on peut croire, et en même temps on n'en est pas sûr. Je développe dans cette série une idée de l'heure, et en même temps, puisqu'on parle de l'atelier, hein, c'est quand même un petit chapitre là où on voudrait parler de l'atelier et de la fabrication dans l'atelier. Évidemment, tout ça est construit dans l'atelier. J'ai parlé de ce travail en quelques mots pour justement créer cette illusion, voilà, ces images qu'on connaît un peu tous de planètes, très poétiques pour certains, scientifiques pour d'autres. Enfin, voilà. Je fais un raccourci temporel en disant, voilà, ces images du lointain, ces images, finalement, je peux les faire dans l'atelier. Je fabrique un dispositif et je les fais dans l'atelier. Et la photographie vient confirmer tout ça, mettre en espace cet ensemble. Alors, il y a une petite séquence qui aussi fait voir la déconstruction du dispositif. C'est pas un décor, c'est pas comment dire, l'illustration d'un décor. C'est plutôt une manière de rentrer dans le propre dispositif du travail, de le mettre encore une fois en abîme et de développer un autre
un autre regard sur le réel, c'est-à-dire c'est une désillusion ironique du dispositif construit. Alors c'est particulier, je veux dire, je peux dire tout à fait autre chose d'un autre ensemble. Puis c'est drôle aussi. Cet humour qu'on retrouve quand même très souvent dans ton travail. Constance, toi, tu as un rapport assez différent au fond à l'atelier. C'est pas du tout dans l'atelier que se produisent les choses, ou est-ce que il y a plutôt un rapport de translation? Comment ça se passe, au fond, ce déplacement de l'atelier à l'espace d'exposition? Parce que tu interviens quand même, comme on l'a dit, mais on ne l'a pas forcément encore vraiment abordé, vraiment in situ. Alors, comme je l'ai déjà dit, le geste photographique, finalement, je me suis rendu compte qu'il était assez diffus tout au long de la fabrication, de la construction, de la réalisation des images. Et l'atelier, ce serait presque l'espace intermédiaire. C'est-à-dire qu'il est à la fois lui-même le prolongement du laboratoire et en même temps la prévisualisation de l'exposition. L'atelier se prolonge dans l'exposition. C'est le pré-mouvement, comme tu disais justement, de ce qui va se passer dans l'expo. Donc, en fait, c'est aussi l'endroit où les images donc, ont émergé et elles vont trouver leur forme, elles vont se construire dans une pertinence. Mais c'est aussi dans cet espace de l'atelier que je projette les choses. C'est là que l'espace se déploie, se redéploie. Parce qu'au fond, la photographie, c'est quand même un espace en 3D qui est ensuite replié en 2 dimensions. Et tout l'objet de mon travail, ça va être de chercher à suggérer, évoquer ou même formaliser effectivement une 3e dimension, sous la forme d'installation, par exemple. Mais même quand ça prend pas la forme d'objet ou d'installation, je vais quand même essayer de chercher cet espace. Donc l'atelier, c'est un peu ça, c'est un peu ce lieu de la projection. Et je pense que c'est d'une certaine manière à tous les moments, il y a toujours symboliquement une présence de cette chambre noire qui vient reprojeter l'image, la redimensionner en quelque sorte. Donc là, oui, là c'est une installation qui a été montrée au Jeu de Paume en 2021 ou 22, 21. C'est une image qui a été, pour le coup, encastrée dans le mur. Et c'est ce dispositif qu'on vous montre ici, il rejoue d'une certaine manière, effectivement, ce que je viens de vous exprimer dans le prolongement du boîtier photographique, au laboratoire, à l'atelier, jusqu'à l'exposition. On a encastré, en fait, l'image dans le mur. Et j'ai organisé un jeu de miroir qui, l'espace en fait s'ouvre. Je veux bien que tu remettes, voilà, juste un peu avant, parce que le jeu avec le bâtiment est important. L'image montre en fait une caméra thermique qui est accrochée sur une falaise, et on est sur la falaise du volcan Stromboli. Donc déjà, ce qui m'intéressait dans l'objet même, c'est pour ça que je l'ai pris en photo, c'est que si on s'approche de l'image, on voit, elle ne regarde pas, elle est toute cristallisée de sel, ou je sais pas, elle est assez sale, la vitre. Donc c'est une caméra qui ne voit pas, mais qui ressent la chaleur et qui donc fait appel à d'autres types de sensations. Donc déjà, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse. Je pense que la photographie ou le regard ne nous donne pas accès que à des choses visuelles. On peut aussi éprouver différemment les choses. Donc voilà. Cette image-là, le fait de l'insérer justement à côté de cette porte-fenêtre, pour moi, c'était important parce que il est tout aussi important d'avoir, de comprendre à quoi correspond cet objet, mais aussi vers où il va. Il va vers l'extérieur de l'image. Cette notion de hors-champ ou d'extérieur, elle a toujours été là. Une image, une photographie, ça n'est qu'un jeu de cadrage au fond aussi. On décontextualise et on recontextualise en permanence. Donc là, le fait de faire en sorte que l'image se dirige vers la porte-fenêtre, c'est vers l'extérieur aussi du bâtiment, c'est vers un ailleurs. Et là, je reprends aussi une dialectique qui m'est chère, qui est celle vraiment du décor,
de toute représentation, y compris les papiers peints ou les dioramas, c'est d'aller toujours nous rediriger vers un ailleurs. Donc voilà, j'essaye de mettre en tension dans l'espace et avec des matériaux, donc le miroir où il y avait de la suédine, ce qui est en bleu c'est de la suédine, voilà, de faire appel à des choses qui sont plus de l'ordre du tactile ou du déplacement même physique du corps. En fait, là, la prise de vue fait qu'on voit le reflet de la caméra dans les miroirs, mais évidemment, on va le chercher, on va se déplacer. Et donc ça, c'est aussi un rapport à la photographie que je cherche. Donc l'atelier me permet tout ça. Enfin, si c'est pour revenir. L'atelier te permet tout ça, mais c'est surtout comment tu sors de l'atelier, comment c'est aussi dans l'espace d'exposition que les choses se font. Oui, mais en fait, dans l'espace d'exposition, finalement, c'est l'étape ultime de tout ce qui s'est produit auparavant. Et l'idée à l'époque d'ouvrir un mur pour juste insérer une image, voilà, évidemment, c'est à l'atelier que tout ça se fait. Et c'est pour ça qu'on voyait aussi cette première image de maquette d'atelier. Vue d'atelier. Mais justement, j'aimerais revenir chez l'un et l'autre sur votre rapport à l'espace, qui est très important. On vient de le voir là avec ce rapport à la mise en espace. Et peut-être... on l'a dit pour toi, Constance, cette question de l'in situ, elle est cruciale, mais en même temps, on voit bien qu'elle s'élabore dans la durée, dans le temps de l'atelier, dans un temps de latence, hein, pour reprendre cette terminologie photographique. Mais il y a aussi, bien sûr, chez toi, Patrick, cette question de la mise en espace. Et au fond, j'aimerais revenir à l'exposition à Montsoureau, où tu as fait un geste assez étonnant, puisque tu as décidé de montrer une œuvre de jeunesse qui était montrée pour la première fois et où on voit apparaître l'espace de façon totalement inattendue. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble regarder ce travail. Ce travail, oui, qui est montré l'année dernière, en 2022, mais l'œuvre est évidemment bien plus ancienne, puisqu'elle est de 1978. Voilà, c'était... vous voyez le titre de l'exposition introspective, c'est-à-dire effectivement autant les planches contact que cette pièce-là, était une manière de regarder les choses qui ont constitué mon travail. C'est aussi pour ça qu'on a fait cet échange aujourd'hui avec voilà, c'est aller ce regard en arrière sur quelque chose que j'ai jamais montré, dont j'ai peu parlé jusqu'auparavant, mais qui m'a toujours habité, qui m'a toujours voilà, que j'avais toujours en tête, et le hasard fait que cette pièce a été conservée, qu'elle est en bon état et que j'ai pu la montrer. Voilà. Alors c'est l'occasion de rebondir aussi sur ce qu'on a appelé tout à l'heure, le petit passage sur les notes, c'est-à-dire la façon d'écrire. Bon, là, c'est plutôt quelque chose que j'ai réécrit, je ne l'avais pas écrit à l'époque, mais qui a été réécrit pour l'exposition ou pour une publication. Mais c'est peut-être aussi la manière dont je peux commenter un travail de ce type-là. Alors, il faut imaginer qu'il y a deux carrés comme ça, similaires, qui correspondent à deux protocoles de travail. On va pas les voir en même temps, parce que ce sont des pièces très grandes, mais je vais en parler de cette façon-là. Ces deux ensembles, champ extérieur, champ intérieur, 1978, sont constitués chacun de 20 photographies noires et blancs. Ces deux ensembles proposent deux enregistrements distincts d'un même paysage. Les 20 photographies, il faut imaginer qu'il y a 5 photos par côté, qui sont bord à bord, mais c'est très important de constituer que c'est 20 photographies. Les lignes d'horizon de ce paysage, pour simplifier, on va dire qu'il y a le nord, l'est, le sud et l'ouest, définissent un carré correspondant aux deux protocoles de prise de vue photographique effectués sur le terrain. Oui, je ne vous ai pas dit, ça correspond à mon diplôme d'architecture en 1978. Donc c'est vraiment, voilà, c'est lié au paysage, c'est lié au terrain, c'est un travail d'arpenteur, si on veut, pas d'architecte, parce que c'est pas... Mais, et encore, voilà.
Il y a le souhait dans ce projet de cerner l'exacte réalité photographiée en déduisant par soustraction des deux expériences visuelles la représentation d'un carré blanc central correspondant au champ carré réel arpenté dans la nature. Un carré de 125 mètres par 125 mètres a été repéré sur un terrain dans une proche banlieue parisienne. C'est une zone semi-urbaine, peu construite et assez étendue, où les éléments du paysage, le ciel, les arbres, la végétation, le sol, restent relativement neutres, mais visuellement signifiants. Sur la base de ce carré tracé au sol, 5 points par côté vont être définis tous les 25 mètres. Ces 5 points occasionnent 5 prises de vue photographiques, respectant à chaque fois les strictes orientations topographiques, le nord, l'est, le sud, l'ouest. Pour simplifier, on va dire que le nord est en haut, l'ouest à gauche, l'est à droite et le sud en bas. L'appareil photographique enregistre exactement ce qu'il voit, ce qui se trouve dans le champ de prise de vue, avec toutefois une particularité déterminante. Un très léger angle d'inclinaison de 10 degrés environ est prévu pour chaque photographie, de façon à définir une ligne d'horizon montante de gauche à droite sur chaque côté. Le basculement de ces 4 lignes d'horizon permet de donner au carré central une présence formelle, forte, qui correspond précisément au champ réel observé. C'est bien cette capacité d'enregistrement de la photographie qui me fascine, avec en contrepartie certaines limites représentatives. C'est pourquoi ici je me réfère à une opération mentale qui consiste à comparer les deux protocoles. Voilà, ça c'est un détail. Voilà, les deux protocoles, c'est champ intérieur, champ extérieur. Les deux protocoles de travail qui sont effectués. Dans un premier temps, champ extérieur, les 20 prises de vue sont faites sur la périphérie du carré, tournées vers l'extérieur de celui-ci. Je me déplace, je fais les 100 mètres, et tous les 25 mètres, je fais une photographie, je regarde sur l'extérieur. Dans un deuxième temps, champ intérieur, toutes les prises de vue sont effectuées vers l'intérieur du carré. Alors, je ne sais pas si les petits schémas sont lisibles en bas des photographies, mais je vais continuer la lecture. Si l'on compare les deux dispositifs, nous nous rendons compte qu'il s'agit sur chaque côté des mêmes horizons, mais photographiés à une distance de plus 125 mètres ou moins 125 mètres, selon que c'est l'intérieur ou l'extérieur du carré qui est concerné. Donc, on voit la même chose, mais 125 mètres plus près, 125 mètres plus loin. Je demande donc à l'observateur d'imaginer que ces carrés blancs qu'il a sous les yeux définissent par soustraction mentale ce morceau de réel que je tente d'enfermer dans l'appareil photographique. Ce travail juxtapose le grand potentiel d'enregistrement de l'image photographique avec les limites d'un réel tellement difficile à appréhender et à comprendre. Ce diptyque concrétise un ensemble d'expérimentations visuelles réalisées en 77-78, manipulation spatiale, dont l'objet était de définir dans le champ photographique une notion d'espace en étroit lien avec le réel enregistré. Voilà, donc après je finis ce texte en décrivant la taille de la pièce, 4,85 m par 4,85 m. Chaque photo fait 62 par 84. Donc c'est un assemblage, comme je viens de le dire, des 20 photos. Et la question pour moi de ce travail, qui est très fondateur, c'est de se demander ce que photographie la photographie, ce que photographie l'appareil photographique, avec un jeu sur la précision du protocole qui prétend, mais ça aussi peut-être Audrey l'a dit, il y a une certaine ironie de ma part dans ce geste, une certaine réalité, un protocole tout à fait respecté, mais une certaine ironie sur le fait que ce réel représenté, c'est l'ensemble extérieur moins l'ensemble intérieur qui définit exactement ce carré. Donc je ne sais pas ce que je vous montre. J'essaye de vous montrer quelque chose photographiquement. Au final, je ne sais pas ce que je montre, mais en fait, ça a élaboré pour moi toute une pensée de ce rapport que j'ai à la photographie, dans cette dualité entre une extrême précision, un extrême réalisme. On le sait tous que la photographie, c'est une machine à enregistrer assez redoutable. Et en même temps, je ne sais pas ce que je vous ai montré là. Voilà, donc je fais ça très tôt et je garde toujours ça en mémoire dans les séries que je vais développer ultérieurement. Donc on voit ce jeu
très protocolaire, hein, où la photographie est là vraiment utilisée comme un moyen, mais qui va aussi... Pourquoi tu as choisi, au fond, là, de le remontrer à Montsoro? Alors, c'est à l'invitation du directeur du lieu, de Philippe Méhaille, commissaire de l'exposition. Tu l'as cité, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un musée qui est fortement impacté par l'importance de l'art conceptuel et notamment de... Et donc, pourquoi j'ai décidé... Enfin, voilà, c'est une discussion avec le commissaire de l'exposition, la curiosité de la pièce, la possibilité de la montrer aussi. Hein, il faut vraiment des très grands espaces. Et pour moi, ce que je viens de dire, c'est-à-dire la manière dont ce travail m'a habité et continue de le faire, voilà, depuis toujours, absolument compté, je l'ai toujours en tête, et la possibilité de le montrer. Et, effectivement, quand on est jeune étudiant, on a cette tendance à oublier le travail et à passer à autre chose très vite, et voilà, et ça s'enchaîne. Mais cette manière de penser, cette manière de réfléchir, de mettre toujours en échec, en même temps, enfin, ouais, toujours mettre en échec la photo, enfin, en même temps travailler avec la photographie de façon exclusive. Hein. Je n'ai jamais sorti de ce champ de curiosité de la photographie. J'aurais pu voilà, avoir d'autres pratiques, mais j'ai toujours voulu utiliser cette âpreté de l'image photographique et continuer à l'interroger. Donc voilà, comme ça, comme c'est une pièce qui a compté et qui a eu l'opportunité de la montrer, la curiosité de la part du commissaire de l'exposition, c'était l'occasion. Tu parlais de mise en échec. Et toi, Constance, je ne dirais pas que... Je sais pas si je pense que le terme est trop fort, mais en tout cas, au fond, pour toi, qu'est-ce que produit la mise en espace? Est-ce que ça t'autorise une liberté par rapport au photographique? Justement, est-ce qu'on pourrait dire que tu fais voler en éclats, le terme est peut-être un peu fort, la dimension photographique en spatialisant l'image? Je ne sais pas si j'ai envie de faire quelque chose directement à la photographie. J'ai peut-être plus envie J'aurais plus envie de parler de mise en doute. J'aurais plus envie de réinterroger plutôt notre rapport au réel qu'il y a derrière, à travers la photographie. La photographie est un médium en ce sens, vraiment. Elle nous permet d'interroger le réel. Et moi, mon langage, il est un peu hybride entre la photographie, quelque chose de plus formel. Je vais employer de la peinture, du dessin, je vais m'aider de schémas, je vais beaucoup projeter et je vais travailler peut-être, je vais tirer un peu la photographie dans des zones d'illusion ou de trouble. Qu'est-ce que je regarde? Comment je dois le regarder? Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Est-ce que voilà, donc je vais jouer d'aller-retour justement entre quelque chose de très concret et de très de l'ordre de la reproduction et puis tout un autre pan. Enfin voilà, c'est vraiment la différence entre ce que la photographie peut être, une reproduction, et ce qu'elle tend à être parfois, une représentation. Et c'est cette mise en tension, cette balance permanente, justement, que je vais essayer de mettre en œuvre, en fait, dans les espaces d'exposition. Donc là, on est devant, effectivement, des vues d'une expo Atlante que j'avais faite en 2019, Galerie in situ, mais Stalingrad. Et là, voilà, c'est un exemple de la manière dont j'avais fait une maquette des 3 expositions imbriquées comme si c'était une seule et même exposition. Ça, c'était... voilà. Là, ça montre bien, effectivement, tout le départ du projet. En fait, le projet qui maintenant trouve sa place finale dans un livre qui s'appelle Diaporama. En fait, à l'origine, il y avait 3 lieux d'exposition et j'avais fait en sorte que ce soit un seul et même lieu
qui puisse être connecté symboliquement, parce qu'on pouvait pas, voilà, symboliquement, mentalement et conceptuellement par des notions, des caractéristiques vraiment de la photographie, donc des notions d'espace et de temps, où les images se rejouaient, elles étaient même comme des espèces de portails spatio-temporels. Enfin bon, j'étais partie un petit peu loin dans un scénario, mais c'est souvent comme ça que ça commence. Et donc voilà, là j'avais imaginé que ces 3 expositions, c'était comme les 3 plateaux, les 3 mondes d'un jeu vidéo. Et ensuite, voilà, on pouvait se balader. Et on peut le faire maintenant dans le livre. Tout l'objet des 3 expositions, c'est qu'on puisse maintenant se balader à travers le défilement des pages du livre, comme si c'était un seul et même espace. Et c'est le cas, on a fait en sorte, vraiment avec ce jeu de peinture noire et blanche, avec, enfin voilà, il y a tout un jeu scénographique qui a été travaillé, puis graphique, voilà, avec le graphiste du livre. Mais c'est pour dire qu'effectivement, il y a toujours l'envie de retransmettre ce que moi m'évoque une image photographique, c'est-à-dire quelque chose du doute, de l'ordre du doute. Je crois que c'est un beau mot de la fin, cette notion de doute, de mise en doute, de mise en crise, mais en tout cas de mise en doute de la photographie. Je crois qu'on a vu, sans insister sur cette question primordiale de la transmission, mais au fond, tout ce qui pouvait se passer dans un dialogue au long cours, toutes ces correspondances qui pouvaient naître. Et je pense qu'on peut maintenant ouvrir la session, un petit temps de questions, si vous le souhaitez.